Je ne suis né d'aucun être, je ne suis ni un dieu, ni une bête, mais je suis au-delà de leurs conditions. Je commande à l'éclair, je commande au serpent, et je commande aux morts. Tremblez devant la suprématie de mon nom. Je suis Tulsadum, le sorcier, maître de tout ce qui rampe et de tout ce qui mord. Je suis la peste du millénaire, je suis le plomb fondu, et je suis le cinabre des éternités. Et maintenant, inclinez-vous ou désespérez. Hein? Quoi? La vidéo a déjà commencé? Hein? Ne tenez pas compte de ce qui s'est passé. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires, vous pouvez baisser le son, je vais parler avec une voix normale maintenant. Donc, on poursuit la série de vidéos sur comment jouer un personnage. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet casse-gueule, puisqu'on va encore parler de Donjons et Dragons. Donc, je vous rappelle que je suis peut-être pas la personne la plus connaisseuse de Donjons et Dragons. Je vais quand même vous parler de mon expérience sur Donjons et Dragons et des recherches quand même préliminaires que j'ai fait, histoire de pas dire trop n'importe quoi. Mais, à nouveau, l'espace des commentaires, vous êtes ouvert, voilà, s'il y a la moindre correction à faire. De toute façon, je me suis rendu compte que quand je disais des choses pertinentes, je n'avais aucun commentaire. Et donc, quand je disais des trucs un petit peu approximatifs, voilà, j'en ai plein. Donc, c'est quand même beaucoup mieux pour la rétention. Donc, je pense que je vais continuer sur cette politique de dire n'importe quoi. C'est comme ça que je vais monter sur YouTube, je pense. Bon. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler des alignements. Donc, les alignements, c'est une règle dans Donjons et Dragons. Je crois que ça n'a jamais été repris tel quel dans d'autres jeux, en tout cas des jeux qui seraient pas sous licence, tu sais, la licence OGL, donc inspiré plus ou moins largement de Donjons et Dragons. Donc c'est assez spécifique à Donjons et Dragons, même si tu vas voir, on va parler en fin de vidéo de quelles sont les alternatives dans d'autres jeux. Grosso modo, l'alignement dans Donjons et Dragons, qu'est-ce que c'est si tu viens de Planète Mars et que tu n'en as jamais entendu parler? Eh bien, c'est une façon de positionner éthiquement et moralement ton personnage. Et donc, il y a 9 combinaisons d'alignement. Hein. Donc, je te renvoie à l'article Wikipédia sur les alignements qui est hyper complet. Je vais certainement pas être aussi complet que cet article. Hein. Je vais plutôt donner mon point de vue. Et donc, dans Wikipédia, il rappelle les différents alignements. Donc, il y a Loyal Bon, qu'on appelle autrement le croisé, Neutre Bon, donc, qui est le bienfaiteur, Chaotique Bon, qui est le rebelle. Alors, dans les neutres, il y a le Loyal Neutre, qu'on appelle aussi le juge. Il y a le neutre, qu'on appelle également le réconciliateur. Souvent, dans neutre strict, on va beaucoup parler de la notion d'équilibre. Hein. Donc, réconciliateur, ça me paraît pas mal comme argument pour résumer l'alignement. Le chaotique neutre, qui est lui l'esprit libre. Ensuite, on a la kyrielle des mauvais. Il y a le loyal mauvais, qui est le dominateur. Le neutre mauvais, qui est malfaisant. Le chaotique mauvais, qui est le destructeur. Voilà. Donc en fait, chaque alignement donne une indication en fait sur la manière dont un personnage ou une créature voit le monde et se comporte. Donc, par exemple, un personnage loyal bon, il va valoriser l'honneur, l'ordre, la bienveillance, tandis qu'un personnage chaotique mauvais, il va plutôt privilégier le chaos et l'égoïsme. Donc la 5e édition de Donjons et Dragons va utiliser les alignements de manière un peu plus souple que précédemment, permettant en fait aux joueurs de s'en servir un peu comme un guide plutôt qu'une contrainte rigide qui dicterait le roleplay de A à Z. Alors, pour aller plus loin sur les alignements, je te renverrai sur Labjidaire qui a fait toute une série de vidéos sur les alignements. Alors c'est intéressant, c'est une vidéo, à chaque fois il parle d'un alignement, puis il parle d'une mécanique qui n'a rien à voir, enfin c'est des sujets croisés, mais bon, je les trouve assez pertinents
dans leurs propos. Donc généralement, la partie mécanique est aussi intéressante à écouter. Également, Etugame a fait une vidéo sur les alignements. Moi, j'aime beaucoup Etugame. Il parle beaucoup de Donjons et Dragons, mais il parle des fois d'autres jeux. Puis, enfin, voilà, il est très sympathique. Alors, ensuite, il y a certaines personnes qui critiquent les alignements de Donjons et Dragons comme étant à la fois trop rigides, mais également trop simplistes. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Bah, ma première réponse, ce serait dire que par rapport à la rigidité, oui, les alignements c'est rigide, si t'es loyal bon, tu dois te comporter d'une façon très précise, et ça c'est pas le fun. Bah en fait, pour moi le roleplay, il est constitué de deux choses. D'un côté, il y a le fate play, le jeu du destin si on veut quoi, qui est le fait donc de jouer son destin, de jouer son script, et de jouer ce qu'il y a sur sa feuille de personnage. Donc tu vas suivre en fait des directives, des contraintes. De l'autre côté, il y a le free play, donc le jeu libre, si on traduit, eh bien, qui consiste en fait à prendre des libertés en tant que joueur. Tu vas t'affranchir de ta feuille de personnage, tu vas t'affranchir des éventuelles directives du MJ, du scénario, pour interpréter un peu le personnage comme tu veux, quoi. Alors moi, je crois pas qu'il soit facile, ni même souhaitable, d'avoir un jeu de rôle où il y aurait que du free play, que du jeu libre. Dans la plupart des jeux de rôle, en fait, c'est pertinent d'avoir une part de fate play, une part de script. Ça permet plein de choses, et principalement, ça permet d'accéder à l'expérience de l'altérité. En fait, si t'as pas des contraintes, eh bien, tu vas soit te jouer toi-même tout le temps, ou soit jouer, en fait, ta zone de confort en matière de personnage. Voilà. Bon, on connaît, enfin, si tu joues toujours un guerrier, il est possible dans ta vie que tu sois jamais battu et que t'aies pas envie de le faire, mais si tu joues toujours un guerrier et toujours de la même façon, c'est vraisemblablement que on t'a pas donné assez de contraintes pour que tu joues quelque chose de différent, et donc tu vas rester dans ta zone de confort, et est-ce que c'est intéressant tout le temps? Moi je te pose la question. Donc voilà, Donc les alignements en matière d'historique, bon, ça apparaît très tôt dans Donjons et Dragons, mais au départ, il y a que ce qu'on appelle la partie éthique des alignements, c'est-à-dire le choix entre un alignement loyal et un alignement chaotique. Je crois qu'on pouvait aussi assez rapidement prendre neutre. Donc ça, c'est inspiré de Elric de Mélisonnet, enfin les récits de Moorcock, où il y a justement cet affrontement entre la loi et le chaos. Et donc c'est ce qu'on va trouver dans la première édition de Donjons et Dragons, quoi. Il n'y a pas encore bon et mauvais. Euh, Ok, je suis en train de laguer. Et donc voilà, la partie morale des alignements, bon et mauvais, ça va apparaître un petit peu plus tard. Mais en fait, dès que loyal et mauvais apparaissent dans Donjons et Dragons, donc au tout début, eh bien ça va rajouter une dimension supplémentaire au jeu. En fait, je pense que sans ces alignements, Donjons et Dragons, ça aurait été un jeu vraiment uniquement tactique. Et en fait, les alignements, ils vont rajouter une dimension de jeu moral. Le jeu moral, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une forme de jeu de rôle qui va explorer la psychologie des personnages, leurs positionnements moraux, leurs choix moraux, leurs allégeances, et également les dilemmes moraux qu'ils vont avoir à affronter, quoi. Et en fait, le simple fait d'avoir à la création de personnages, de devoir se positionner entre loyal, neutre et chaotique, ça va induire cette dimension psychologique qui est très intéressante, voilà, pour le personnage, et qui serait sans doute moins présente si on n'avait pas les alignements. Donc, comment on va se conformer aux alignements dans Donjons et Dragons? Alors, en fait, la vérité, c'est que l'interprétation des alignements, elle peut être nuancée. Dans Wikipédia, il donne cet exemple, par exemple, d'un nécromancien, s'il utilise ses pouvoirs pour le bien commun, je sais pas comment, mais pourquoi pas, je sais pas, utiliser des squelettes pour faire le bien, eh bien, il pourrait être considéré comme bon. Il souligne que en fait, les débats sur la conformité à l'aliment varient selon la table de jeu, quoi. En fait, il y a vraiment une dimension d'interprétation très forte dans les alignements. Et également, donc on va avoir des MJ qui vont imposer des comportements pour respecter l'aliment. T'as tel aliment, je t'interdis de faire telle chose, je t'oblige de faire telle autre chose, quoi. Et ça peut être vu soit comme dirigiste, soit comme fertile en termes de jeu, donc je renvoie à la dimension fate play, puis même enfin le fait que la contrainte crée du jeu, quoi, aussi, il y a un côté ludique à en fait faire un donjon en respectant le fait qu'on est loyal bon,
ça amène en fait un défi supplémentaire qui peut être intéressant, tu vois, même d'un pur point de vue tactique. Et bon, bah bien sûr, les alignements vont induire des dilemmes moraux. Par exemple, un paladin loyal bon, il peut se sentir obligé d'intervenir pour protéger les innocents. Mais on peut transactionner avec son alignement. Par exemple, un paladin qui voit qu'une veuve et un orphelin sont attaqués par 20 orques, eh ben, se dire, ouais, mais en fait, si j'y vais, supposons paladin niveau 1, quoi, hein, si j'y vais, je vais mourir, ça va juste servir à rien, et donc je peux faire un calcul utilitariste et dire, bon bah, la bonté exigerait que je revienne en aide, mais en fait je vais mourir et je vais même pas pouvoir les aider. Et donc si je veux être utilitariste, en fait il vaut mieux que je survive pour faire des bonnes actions qui soient à ma portée. Et puis bon bah quand je serai de plus haut niveau, là ce type d'action là je pourrais le tenter, mais là actuellement je peux pas encore le tenter. Donc, en fait on peut se dire, tu sais, c'est en fait être c'est un peu la différence entre le loyal bon et le loyal con, quoi. Donc voilà, on peut déjà induire des calculs utilitaristes, pourquoi pas faire des jets de moralité ou des jets de morale, quoi. Euh, je sais pas, par exemple, peut-être on peut considérer que le joueur, toujours ce même cas, t'es paladin, et en fait, la veuve et l'orphelin sont attaqués par 10 orques, et tu sais que t'as pas le level, en fait, pour venir à bout des orques, et donc de sauver la veuve et l'orphelin, tu peux dire, ouais, moi j'y vais quand même, en fait. J'y vais quand même, parce que voilà, c'est ma déontologie, et puis je vais probablement mourir, mais je préfère mourir que de vivre avec le remords de pas avoir tenté. Eh bien, il est possible que MJ te demande par exemple un jet de sauvegarde pour oui, mais peut-être que ça, ce sont tes principes, mais peut-être que tu vas être finalement trop lâche et que le corps, en fait, ton corps va se dérober sous toi, tu vois, tu vas pas réussir à te lancer, tu vois, et tu vas rester dans ton buisson planqué et t'arriveras pas à aller au combat malgré que tes convictions profondes te dictent de le faire, quoi. Donc voilà, rien que ce petit exemple, je t'ai montré qu'on pouvait vachement transactionner et que c'était jamais, en fait, l'alignement, c'est jamais un truc qui te dit, qui t'ordonne quoi faire, et il y a plein de façons d'ouvrir des perspectives différentes et justement d'arriver à des dilemmes moraux, quoi. Voilà. Et alors on pourrait se dire, ouais, mais alors les personnages mauvais, eux, ils ont jamais de dilemme moraux. Je pense qu'ils peuvent en avoir. Par exemple, un personnage mauvais pourrait tenter de faire le bien. Ce qui, a priori, si t'es mauvais, faire le bien, c'est perçu comme de la faiblesse, presque un blasphème. Et donc, il est possible que si t'es tenté de faire le bien, eh bien, ce soit une forme de dilemme moral pour toi, quoi. Tu vas peut-être le cacher aux autres, ainsi de suite, quoi. Alors, comment on se... Ouais, voilà. Alors, une petite réflexion sur les alignements au sein du groupe de personnages. En fait, je pense personnellement, pour l'avoir expérimenté, qu'il est difficile de faire cohabiter des personnages avec des alignements différents dans un groupe. En tout cas, difficile, sauf à dire on s'autorise le PVP rapidement, quoi. J'envoie une vidéo sur le PVP. Oui, bon, c'est pénible, j'ai une vidéo sur tous les sujets. Euh, Bon, je vais donner un exemple personnel. On jouait un groupe de personnages bons, mais il y avait qu'un seul personnage qui était loyal bon, c'était le paladin. Sinon, nous autres, on était chaotique bon ou neutre bon et tout. On arrive dans une ville qui en fait est tombée aux mains du mal, aux mains des dieux mauvais. C'est clair que toute personne d'alignement bon bah, risque de se faire tuer en fait dans cette ville. Et le personnage paladin dit ouais mais moi donc nous notre bon chaotique bon on dit bon bah on va être un peu undercover, on va pas trop faire publicité de notre moralité. Sauf que le paladin, comme il est là, il est bon, il fait oui bah oui mais moi je garde mon tabard avec mon bon symbole de mon dieu de mon dieu bon et tout, je garde sur moi. Voilà, parce que mon code d'honneur fait que je vais certainement pas cacher mon allégeance au dieu du bien. Résultat des courses, on s'est fait prendre en embuscade et on s'est fait TPK. Voilà, merci le paladin. Alors je dis ça, en vrai je critique pas du tout le roleplay de la personne qui jouait le paladin parce qu'en fait c'était mémorable, ça a mis fin à la campagne de façon très abrupte, mais c'était super cool quoi. Donc
Tu vois, c'est un exemple de... Mais voilà, en même temps, ça montre que avoir des personnages, tu vois, même de... là, ils ont de même moralité, mais d'éthiques différentes, peut créer des gros dilemmes ou conflits au sein du groupe, quoi. Et autre exemple, une autre campagne de Donjons et Dragons, bon, là c'est ma faute, entre guillemets, MJ a plus ou moins annoncé qu'on allait faire une campagne mauvais, quoi. Et moi, j'avais envie de faire un druide, et donc là MJ me dit, oui, mais si t'es druide, t'es forcément neutre strict. J'étais là, oui, mais bon, j'ai super envie de faire un druide, ok, bah je suis neutre strict, je suis un peu badass, mais neutre strict quand même, quoi. Et du coup, voilà, de toute façon, comme je suis neutre strict, ça me dérange pas d'être avec des personnages mauvais, en fait, ils peuvent tuer des gens, je m'en fiche. Voilà, donc on part comme ça. Et bah, au fur et à mesure de la campagne, il s'avère que les autres personnages prêtent allégeance à un dieu chaotique mauvais, ils rejoignent une espèce d'armée du mal, et bah, il est clair et net qu'ils vont très rapidement mettre la région à feu et à sang. Et moi, dans ma petite tête de druide, je réfléchis, ouais, il me dit, ouais, mais en fait, bon, il faut sûrement tuer plein de gens. Bah ça c'est pas grave, à la limite c'est bien pour la nature que des gens meurent, c'est très bien. Alors, ne coupez pas, s'il vous plaît, ne coupez pas cette partie pour la diffuseur de son contexte. Mais je me dis, ah oui, mais en fait, ils vont aussi brûler des arbres, tu vois. Je dis au MJ, je demande au MJ, a priori, ils vont sûrement brûler des arbres. Ah oui, non, mais ils vont tout brûler, ils vont tout détruire, il y aura plus rien, quoi. Qu'une terre stérile après le passage de la Horde. Et là, bon bah du coup, je me rends compte que je suis obligé de trahir le groupe, essayer de faire des actions, par exemple pour dénoncer la menace auprès des autorités, tu vois, voilà. Et bon bah évidemment ça n'a pas marché. Je me suis fait capter par le groupe et le groupe m'a tué, quoi. Et donc ça, à nouveau, c'est un exemple comme quoi quand on n'a pas le même alignement que le reste du groupe, ça finit très rapidement, soit en conflit comme dans la fois précédente, voire carrément en PVP dans le deuxième exemple que j'ai cité. Donc, tu peux désirer les anecdotes que j'ai citées, dire voilà, enfin de toute façon si t'aimes le drama ou PVP, tu peux dire ouais, mais en fait c'est super cool ce que t'as raconté, donc go faire ça. Après, si tu veux une partie de Donjons et Dragons assez coopérative, assez fluide, clairement, il vaut mieux, à minima, que tous les personnages aient le même alignement moral. Et c'est même possible que ce sera encore mieux qu'ils aient le même alignement éthique. Voilà, je te laisse méditer là-dessus. Alors, j'avais promis qu'on parlerait pas que de Donjons et Dragons, donc on va maintenant voir quelles sont les alternatives aux alignements dans les autres jeux de rôle. Alors, dans la scène OSR, on va beaucoup utiliser la version simplifiée des alignements, donc uniquement l'axe éthique. Euh, voilà, qu'on a dans la première édition dans Original Donjons et Dragons. Donc loyal, neutre, chaotique. Toujours dans la scène OSR, on peut employer des variations de ces alignements. Par exemple, dans Milvaux, moi je vais remplacer loyal, neutre, chaotique par ordre, ambivalence et sauvage. En fait, grosso modo, on va se placer sur une espèce d'axe entre la rivalité entre l'humanité et la nature, quoi. Donc l'ordre, c'est l'humanité, c'est l'artificiel, c'est les maisons bien alignées, enfin tout ce qui est bien rangé, et puis bon, enfin ça ressemble un petit peu à Loyal, mais tu as vu quand même sur un axe un peu plus, on va dire, biologique, entre guillemets, nature versus culture, quoi, en gros. Le sauvage, bon bah évidemment c'est la nature, c'est aussi le désordre, un peu le chaos, quoi, on va quand même retrouver un peu le chaos. Le sauvage, voilà, et l'ambivalence, bah, c'est une position, voilà, une position fluide entre les deux, et ça peut être aussi une ambivalence de caractère, pourquoi pas même une ambivalence de genre, de sexualité et tout. Donc c'est tout ce qui est l'inclassable, et pourquoi pas on pourrait aussi considérer que qu'est-ce qu'il y a entre la culture et la nature, il y a la surnature. Peut-être que l'ambivalence, on va avoir un rapport plus enraciné avec le surnaturel, quoi. Voilà. Tu vois, en changeant les mots, en fait, on a des RP relativement proches, mais quand même, on va typer beaucoup plus par rapport à notre univers, quoi.
Bon, bah, il y a d'autres systèmes qui vont utiliser les vertus et les vices. C'est, on va dire, une version un peu plus complexe des alignements, parce que tu peux avoir plusieurs vertus, plusieurs vices et tout. Euh, Dans Lady Blackbird, il y a un système qui s'appelle les clés. La clé, c'est une sorte de trait du personnage, et ça lui donne une sorte de connotation morale. Bon, il y a des clés qui sont pas forcément morales, mais en généralement, il y a quand même un petit aspect, disons, je suis un traître au service de la couronne, euh, ou je me fais passer pour quelqu'un d'autre, ou je dois toujours être courageux, tu vois. Et en plus, voilà, généralement, ces clés étoffent l'historique, ça permet d'avoir, voilà, une version courte de l'historique en quelques clés, et puis qui est tout de suite. L'avantage, c'est que tu as un historique, mais en même temps, c'est tout de suite de la mécanique, quoi. C'est pas un historique mort qui n'est pas retranscrit sur la feuille de personnage. Et la clé, en fait, elle peut être cochée quand elle s'applique dans la fiction lors d'un conflit, et alors ça te permet d'obtenir un dé supplémentaire dans le conflit. Et l'idée, c'est que, bah, du coup, ça va servir qu'une fois. C'est l'idée que tu fasses pas en fait du forçage sur ta clé, que pour avoir toujours le même bonus et tout. La clé te donne une fois un bonus, quoi. Et tu peux ensuite racheter ta clé, en fait, en remplissant certaines conditions dans la fiction qui impliquent, en fait, de rendre le trait obsolète. Donc, par exemple, si ta clé, tu es un traître au service de la couronne, tu vas pouvoir racheter ta clé. En fait, si tu dévoiles ta véritable identité à un de tes proches, à quelqu'un que tu as trompé par le passé. Et ça permet un gain de 2 XP, quoi. Donc l'idée, c'est que ce système de clés, il va induire un peu une évolution, un arc narratif chez le personnage. En plus, généralement, tu vas pouvoir, avec tes XP, acheter de nouvelles clés, donc faire évoluer aussi ton personnage comme ça. Donc on a quelque chose d'un petit peu, voilà, un petit peu plus progressif, évolutif que les alignements. Toujours dans cette idée d'évolution, on va avoir les jauges, comme bien sûr la santé mentale, également l'honneur, on a aussi la gloire dans le lit des 5 anneaux, l'honneur et la gloire. Ou dans Vampire, on a l'humanité, quoi. Une humanité qui va évoluer selon un barème, c'est-à-dire si tu commets certaines sortes de péchés, tu vas perdre en humanité, si tu fais certaines sortes de bienfaits, tu vas augmenter en humanité, quoi. Et voilà, dans certains systèmes, les personnages ont tout simplement un code de comportement, et éventuellement, donc voilà, une jauge évolutive qui va influencer leur stabilité ou leur réputation. J'aime bien le système de gloire ou de réputation, parce que là, on est aussi un peu plus sur... En fait, t'as le code d'honneur, quelque chose qui est interne au personnage, et la réputation, c'est un peu plus ce qu'on perçoit du personnage. On peut avoir une excellente réputation, alors qu'en fait, t'as un très mauvais comportement, tu vois, soit parce que les gens valorisent les mauvais comportements, ou soit parce que tu t'es construit une légende, tu fais un storytelling autour de ton personnage, donc tu fais croire aux gens des choses qui sont fausses à ton sujet, ou voilà, parce que le barde du groupe a totalement enjolivé ta légende, ainsi de suite, quoi. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une confrontation entre ton ethos, le comportement réel de ton personnage, et puis la perception qu'on en a, quoi. Enfin, un peu aussi, voilà, la façade, je fais le bien, je sauve des enfants devant quand j'ai un public et tout, et puis à l'arrière, comment je jette des cadavres dans des poubelles, voilà, quand personne ne le voit, quoi. On peut aussi jouer bien sûr sans système d'alignement, c'est l'option finalement de beaucoup de jeux. On peut se concentrer sur le roleplay, sur la cohérence des personnages. Alors à ce sujet, je conseille, comme bien souvent, la méthode Fire and Forget, qui permet de justifier les changements drastiques de moralité d'un personnage d'une session sur l'autre et tout, si on a envie de le faire évoluer, notamment parce que la moralité de ton personnage induit des frictions au sein du groupe qui commencent à devenir gênantes, hein. Eh bien, tu fais évoluer ton personnage sur la prochaine session, et en fait, entre deux sessions, tu essaies de trouver une justification RP qui explique un peu la bascule de ton personnage, quoi. Pour conclure, il y a un jeu que j'aimerais te recommander. Bon, j'ai pas encore joué, mais je suis sûr qu'il est très bien. Il s'agit du jeu Paladin. C'est un jeu, en fait, qui permet d'expérimenter des personnages avec un code d'honneur strict, que ce soit des chevaliers de la table ronde, des chevaliers Jedi, ou des flics qui essayent d'être intègres. Voilà, et donc c'est
littéralement un jeu qui est fait pour challenger ton personnage sur le respect de son code d'honneur, et je pense que c'est très certainement une très bonne école pour ensuite amener dans d'autres jeux la notion de code d'honneur, de code de moralité, et de comment on la challenge dans un JDR. Là-dessus, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va se quitter on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet sur jouer son personnage. Voilà, j'espère que tu aimes bien en fait qu'on parle aussi un peu du côté PJ, même si bon, t'as vu, on a aussi pas mal parlé de game design, de techniques de maîtrise. Hein, cette vidéo est probablement intéressante aussi pour les game designers et les MJ, mais j'aime bien de temps en temps qu'on parle quand même des PJ. Je sais pas si les gens qui veulent jouer et pas maîtriser regardent beaucoup de contenu et tout. Si vous existez, voilà, tapez PJ Pride dans les commentaires. Allez, on se dit à la prochaine. Des bisous si consentis. Ciao.